Le rire cristallin de Camille résonne dans le salon décoré de roses blanches et d'argent. Léa ajuste nerveusement l'écharpe de soie autour du cou de Zoé, observant sa fille qui compte silencieusement jusqu'à 10, ses petits doigts tapotant contre sa cuisse. Les écouteurs anti-bruit pendent à son cou comme un talisman protecteur. « Maman, il y a trop de voix qui se mélangent », murmure Zoé, ses grands yeux noisettes scrutant la foule des invités avec cette intensité particulière qui lui permet de percevoir ce que les autres ratent. Léa pose une main rassurante sur l'épaule de sa fille. « On reste juste pour les félicitations, ma chérie. Après, on rentre à la maison. » L'air embaume le parfum des lys et celui, plus discret, de l'anxiété familiale. Julien discute avec ses oncles près du bar, ses gestes mécaniques, 3 tapotements sur sa cuisse gauche, trahissant son malaise habituel dans ces rassemblements. Il évite soigneusement le regard de sa mère, cette femme aux cheveux argentés qui trône au centre du salon comme une reine surveillant son royaume. « Léa !» Enfin, Camille s'approche, sa robe de cocktail ivoire flottant autour d'elle. « J'ai préparé quelque chose de spécial pour notre petite Zoé. » Un frisson glacé parcourt l'échine de Léa. Cette façon qu'a Camille de prononcer « notre petite » avec ce sourire qui n'atteint jamais ses yeux. « Regardez, tout le monde !» Camille frappe dans ses mains, attirant l'attention générale. J'ai préparé les cartons de placement. Chacun a sa place spéciale. Zoé se dirige naturellement vers la grande table. C'est pas mesuré, calculé. Elle lit chaque carton avec application, sa capacité de lecture exceptionnelle, fruit de son esprit particulier, lui permettant de déchiffrer même l'écriture cursive la plus élégante. Puis elle s'arrête. Ses petites mains tremblent imperceptiblement. Léa voit la couleur quitter le visage de sa fille, cette pâleur qui précède toujours les moments de grande détresse. « Maman !» La voix de Zoé n'est plus qu'un souffle. « Qu'est-ce que c'est ?» Léa s'approche, son cœur se serrant déjà avant même qu'elle ne découvre l'inscription. Les lettres dorées dansent devant ses yeux. Serveuse infantile handicapée. Le monde bascule. L'oxygène se raréfie brutalement dans ses poumons. Cette cruauté calculée, cette humiliation orchestrée avec soin, Camille a planifié cela, prémédité chaque détail de cette torture psychologique. Ma belle-sœur a ri. Un rire aigu, cristallin, qui transperce l'âme comme une lame. Nous avons une serveuse spéciale aujourd'hui, alors profitez-en. L'assemblée explose en rires complices. Les oncles, les tantes, les amis de la famille, tous complices de cette mascarade cruelle. La belle-mère elle-même glousse derrière son éventail de dentelle, ses yeux pétillants de satisfaction malveillante. Zoé fond en larmes. Ses pleurs silencieux, le pire de tous, qui coulent sans bruit sur ses joues rondes. Elle comprend. Malgré ses 10 ans, malgré son cerveau qui fonctionne différemment, elle saisit parfaitement l'intention derrière ses mots. « Je suis bizarre, c'est ça, maman ?» chuchote-t-elle, sa voix brisée se perdant dans le brouhaha des rires. Léa sent quelque chose se fracturer définitivement dans sa poitrine. Une colère sourde, volcanique, remonte des profondeurs de son être. Ses mains tremblent quand elle prend celle de Zoé, petite et moite de transpiration. On s'en va, maintenant. Elle guide sa fille vers la sortie, traversant cette mer de visages hilars comme un navire fendant la tempête. Derrière elle, les commentaires fusent, acides et satisfaits. Dans la voiture, Zoé se balance d'avant en arrière, son mécanisme d'apaisement naturel. Ses doigts dessinent machinalement des spirales parfaites sur la buée de la vitre, ces formes géométriques qui l'aident à retrouver son équilibre intérieur. « Maman, pourquoi il me déteste ?» Léa démarre, ses mains crispées sur le volant. Son téléphone vibre. Julien. Ma mère pleure. Sa voix, étrangement monotone, résonne dans l'habitacle. Tu as humilié toute la famille. Zoé doit apprendre les règles. Léa raccroche sans répondre. Dans le rétroviseur, elle voit sa fille qui compte silencieusement, ses lèvres formant les chiffres de 1 à 10, encore et encore. La porte d'entrée claque avec une violence inhabituelle. Julien traverse le salon. Ses pas martèlent le parquet avec cette régularité mécanique qui trahit sa montée d'adrénaline. Léa observe son mari depuis l'escalier, notant pour la première fois cette façon qu'il a de tapoter 3 fois sa cuisse droite quand le stress l'envahit. « Tu montes Zoé contre ma famille ». Sa voix explose, mais reste étrangement monocorde, comme s'il récitait un texte appris.
Il faut suivre les protocoles familiaux. On ne peut pas vivre en marge de tout. » Zoé disparaît silencieusement dans sa chambre, ses chaussettes à rayures glissant sur le parquet. Le bruit de sa porte qui se ferme résonne comme un reproche muet. « Protocole ?» Léa descend les marches une à une, chaque pas alimentant sa détermination grandissante. « Tu appelles humilier ta fille un protocole ?» Julien se fige, ses yeux évitant soigneusement ceux de Léa. Cette incapacité au contact visuel direct, elle l'avait toujours attribuée à sa timidité naturelle. Maintenant, elle y discerne autre chose. « Ma mère m'a rendu fort. » Il répète cette phrase comme un mantra, ses mains jointes devant lui dans un geste protecteur. Ça marche. Les règles fonctionnent. Il faut que ça marche pour Zoé. Un souvenir resurface brutalement dans l'esprit de Léa. Julien enfant sur les photos de famille, toujours en retrait, jamais de sourire spontané, ses jouets rangés par couleurs parfaites dans sa chambre. Sa mère racontait avec fierté comment elle avait dressé son fils, comment elle avait éliminé ses bizarreries. Quelle bizarrerie, Julien ? La question jaillit avant qu'elle puisse la retenir. Son mari sursaute. Ses yeux se voilent d'une panique ancienne. J'avais des manies, des façons de faire, différentes. Maman a tout corrigé. Il se dirige vers la cuisine, ouvre et referme 3 fois le réfrigérateur, geste compulsif qu'elle a toujours pris pour de l'indécision. Ses mouvements sont saccadés, comme ceux d'un automate dont les ressorts se détendent. À l'étage, Zoé aligne méticuleusement ses peluches par ordre de taille sur son lit. Léa l'observe depuis l'embrasure de la porte, le cœur serré par cette image si familière de sa fille cherchant l'apaisement dans l'ordre et la routine. « Maman ?» Zoé lève ses grands yeux noisettes. « Papa aussi ?» Il compte dans sa tête quand il a peur. La question transperce Léa comme une révélation. Zoé, avec cette intuition particulière aux enfants comme elle, aperçut ce que les adultes refusent de voir. « Pourquoi tu demandes ça, ma chérie ?» Il fait les mêmes gestes que moi quand grand-mère crie, et ses yeux, ils deviennent tout petits, comme les miens dans le miroir quand il y a trop de bruit. Léa s'assoit sur le bord du lit, observant sa fille qui dessine maintenant sur son carnet. Le dessin représente une maison sans porte ni fenêtre, entourée de silhouettes floues au visage grimaçant. Tu sais, Zoé, parfois les adultes aussi ont des difficultés qu'ils ne comprennent pas. En bas, Julien téléphone à sa mère, sa voix redevenue docile, enfantine presque. Léa tend l'oreille, captant des bribes de conversation. « Oui, maman. Je sais, maman. » Elle reviendra s'excuser. Zoé apprendra. Quand il raccroche, elle le retrouve affalé sur le canapé, la tête entre les mains. Dans cette position, il ressemble soudain à un petit garçon perdu. Parfois, j'ai l'impression que Zoé et moi, on vit dans un monde que les autres ne comprennent pas. Sa voix se brise légèrement. Mais moi, j'ai appris à m'adapter. J'ai appris à être normale. Et si normal n'existait pas, Julien ? Et si on était juste ? Différent ? Il relève la tête, une lueur de panique traversant son regard. Non, ne dis pas ça. J'ai réussi. J'ai une famille, un travail, une vie normale. Zoé peut y arriver aussi. Cette véhémence désespérée révèle la terreur qui l'habite, celle de découvrir que les masques qu'il porte depuis l'enfance ne sont peut-être que des prisons dorées. Le téléphone sonne à nouveau. Julien décroche avant la première sonnerie. « Oui, maman. Demain ? D'accord, on sera là. » Il raccroche et se tourne vers Léa, ses traits tirés par la résignation. Elle vient demain, pour régler ça une bonne fois pour toutes. 3 heures du matin. Léa contemple le plafond de sa chambre, chaque craquement de la maison résonnant dans le silence oppressant. À côté d'elle, Julien dort d'un sommeil agité, ses mains contractées même dans l'inconscience, ses lèvres murmurant des chiffres inaudibles. Elle se lève sans bruit, ses pieds nus effleurant le parquet froid. Dans le bureau, elle fouille les tiroirs jusqu'à retrouver son vieux Nikon, cadeau de son père pour ses 20 ans. L'appareil pèse lourd entre ses mains, réveillant des souvenirs enfouis d'une époque où elle captait la beauté du monde à travers son objectif. Un flashback la submerge. Zoé a 3 ans, ce jour fatidique du diagnostic. Le médecin prononçant le mot « autisme », avec cette délicatesse professionnelle qui n'atténue rien. Julien absent, encore une fois, retenu au bureau, selon son excuse habituelle. En réalité incapable de gérer l'imprévu émotionnel, cette révélation qui bouleversait tous ses repères soigneusement construits.
Le premier clic depuis des années. Zoé endormie dans son lit, ses petites mains formant instinctivement des cœurs parfaits. Son visage paisible enfin libéré des masques que le monde lui impose. La lumière de la lune caresse ses traits délicats, révélant cette beauté pure que seule la vulnérabilité peut offrir. Léa développe mentalement cette image, puis ses pensées dérivent vers d'autres photos, anciennes celles-là, les albums de famille remisés dans le grenier. Elle y monte, guidée par une intuition grandissante. Les clichés jaunissent entre ses doigts. Julien enfant, toujours en périphérie des groupes familiaux. Jamais de contact visuel direct avec l'objectif, sourire forcé qui ne masque pas cette tristesse profonde dans ses yeux. Sa chambre d'enfant, parfaitement rangée, chaque objet à sa place désignée, prison organisée plutôt qu'espace de jeu. Il ressemble tellement à Zoé, murmure-t-elle à la nuit. Le matin arrive avec son cortège de rituels familiaux. Zoé descend, ses cheveux soigneusement brossés, sa robe bleue ajustée avec cette précision minutieuse qui caractérise tous ses gestes. Elle prépare son petit déjeuner selon un ordre immuable. Bol, céréales, lait, sucre, jamais de variation, jamais d'improvisation. « Nous avons rendez-vous avec Dr Moreau aujourd'hui », annonce Léa en photographiant discrètement sa fille. Dans la voiture, Zoé observe le paysage défiler, comptant silencieusement les réverbères. Cette capacité de concentration absolue, cette façon unique d'appréhender le monde, autant de trésors que sa belle famille perçoit comme des défauts à corriger. Le cabinet de la psychologue baigne dans une lumière douce. Dr Moreau, femme aux cheveux poivre et sel, accueille Zoé avec cette bienveillance authentique qui met immédiatement l'enfant en confiance. « Comment va notre artiste ?» demande-t-elle en s'installant face à Zoé. L'enfant sort ses dessins de la semaine. Le premier représente la scène de la fête. Des silhouettes grimaçantes entourant une petite figure recroquevillée. Mais le second bouleverse Léa. 2 personnages aux traits similaires, reliés par un fil invisible, entourés de la même aura de solitude bienveillante. Qui sont ces 2 personnes, Zoé ? Papa et moi. On a les mêmes yeux tristes quand les gens parlent trop fort. Et papa, il compte aussi, mais il fait semblant de pas le faire. Dr Moreau échange un regard significatif avec Léa. Les enfants comme Zoé ont souvent une perception très juste des similitudes comportementales. Ils reconnaissent intuitivement leur père. De retour à la maison, Léa observe Julien avec des yeux neufs. Sa façon de se tenir toujours à égale distance des gens dans les conversations. Son incapacité à improviser, cette rigidité qu'elle attribuait à son caractère méticuleux. Ses rares amis, tous collègues de travail, relations strictement professionnelles jamais approfondies. « Julien, hasarde-t-elle pendant le dîner. Tu n'as jamais eu d'amis proches, n'est-ce pas ?» Il sursaute, sa fourchette cliquetant contre l'assiette. Les amis, c'est compliqué. Les gens ont des attentes, des codes que je ne maîtrise pas toujours. Zoé lève les yeux de son assiette, cette intensité particulière dans son regard. Papa, tu aimes pas les changements de programme non plus. Non, non, j'aime que tout soit prévu, organisé. Comme moi. Julien se fige, touché par cette révélation innocente. Pour la première fois, père et fille se regardent vraiment, reconnaissant dans les yeux de l'autre ce reflet familier d'une différence partagée. Cette nuit-là, Léa range les albums avec une certitude nouvelle. Les pièces du puzzle s'assemblent lentement, révélant une vérité que personne n'a jamais osé formuler. Le petit déjeuner se déroule dans un silence pesant. Julien découpe ses tartines en carrés parfaits, geste répétitif qui trahit son anxiété croissante. Zoé observe son père avec cette acuité troublante qui lui permet de percevoir les émotions cachées. « Il faut qu'on parle », annonce Léa en posant sa tasse avec détermination. Julien sursaute, renversant quelques gouttes de café sur la nappe immaculée. Il tamponne immédiatement la tâche avec des mouvements mécaniques, 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Zoé ne retournera pas s'excuser chez ta mère. Les mots tombent comme des pierres dans l'eau calme. Julien se fige, sa cuillère suspendue à mi-chemin entre le bol et ses lèvres. Ses yeux évitent soigneusement ceux de Léa, fixant un point invisible sur le mur derrière elle. « Tu ne comprends pas. » Sa voix tremble légèrement. « Si je désobéis à ma mère, tout s'effondre. J'ai besoin de règles, de structure. Sans elles, je ne sais pas qui je suis. » Cette confession spontanée révèle une vulnérabilité que Léa n'avait jamais soupçonnée. Julien, cet homme qu'elle croyait simplement réservé, dévoile une dépendance émotionnelle qui confine à la terreur.
Et Zoé dans tout ça? Elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'apprendre. Comme j'ai appris. Il se lève brusquement, renversant sa chaise. Ma mère sait comment faire. Elle m'a rendue normale. Zoé, jusqu'alors silencieuse, lève ses grands yeux noisettes vers son père. Cette franchise désarmante qui caractérise les enfants comme elle perce soudain l'atmosphère tendue. Papa, toi aussi tu fais semblant d'être normal? La question frappe Julien comme une révélation. Il se retourne vers sa fille, et pour un instant fugace, ses masques tombent complètement. Dans ses yeux, Léa lit une reconnaissance douloureuse, celle d'un homme qui voit son reflet dans le regard innocent de son enfant. Parfois, oui, sa voix n'est plus qu'un murmure. Parfois, c'est très fatigant de faire semblant. Puis la panique reprend le dessus. Il secoue la tête vigoureusement, comme pour chasser cette vérité dérangeante. Non, ce n'est pas pareil. J'ai appris à être normale. J'ai réussi. Zoé peut apprendre aussi. Léa observe cet homme qu'elle a épousé, découvrant enfin les chaînes invisibles qui l'entravent depuis l'enfance. Cette normalité qu'il revendique ressemble davantage à une prison dorée qu'à une véritable liberté. Et si on arrêtait de faire semblant, Julien, tous les trois? Tu ne peux pas me demander ça. Il arpente maintenant la cuisine, ses pas mesurés trahissant son besoin compulsif de mouvement. Mon travail, notre maison, notre statut social, tout dépend de ma capacité à m'intégrer. Zoé se lève silencieusement et s'approche de son père. Avec cette intuition particulière qui la caractérise, elle pose sa petite main sur celle de Julien. « Papa, quand tu comptes dans ta tête, ça t'aide aussi ?» Julien se fige, ses yeux s'emplissant de larmes qu'il refuse de laisser couler. Cette question innocente révèle une complicité qu'il n'osait pas reconnaître. Léa consulte discrètement son téléphone, prenant des notes sur les comportements répétitifs de son mari. Ces observations qu'elle accumule depuis des semaines forment maintenant un tableau cohérent, troublant de vérité. Le téléphone sonne brutalement, interrompant ce moment de vulnérabilité partagée. Julien décroche avant la première sonnerie, réflexe conditionné qui ne trompe personne sur l'identité de l'appelant. « Oui, maman. »« Non, maman. »« Je sais, maman. » Transformation instantanée. L'homme fragile qui venait de se révéler disparaît, remplacé par le fils obéissant, docile. Ses tics nerveux réapparaissent. Tapotement sur la cuisse, regard fuyant, posture rigide. Léa observe cette métamorphose avec un mélange de compassion et de dégoût. Cette soumission absolue à l'autorité maternelle explique tant de choses, son incapacité à défendre sa fille, sa peur permanente du changement, ses rituels compulsifs. « Bien sûr, maman. On sera là à 15 heures précises. » Il raccroche et se tourne vers Léa, son visage redevenu ce masque d'indifférence qu'elle connaît si bien. « Zoé s'excusera cet après-midi. C'est décidé. » « Non. » La réponse de Léa claque avec une fermeté nouvelle. « Je ne l'exposerai plus jamais à cette cruauté. » Julien la fixe, déstabilisé par cette résistance inattendue. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un ose défier l'autorité absolue de sa mère. Le silence s'installe, lourd de promesses et de menaces. Dans cette cuisine baignée de soleil matinal, 3 destins se dessinent. Celui d'une mère qui découvre sa force, d'un homme prisonnier de ses peurs, et d'une enfant qui devient le catalyseur d'une vérité longtemps enfouie. L'après-midi baigne la maison d'une lumière dorée qui transforme le salon en studio naturel. Léa sort son icône de son étui poussiéreux, ses doigts retrouvant instinctivement les réglages familiers. Zoé observe cette renaissance avec curiosité, ses grands yeux noisettes pétillant d'intérêt. « Tu vas faire quoi, maman ? Capturer qui tu es vraiment, ma chérie. Pas celle qu'on veut que tu sois. » Premier clic. Zoé démêle patiemment les fils de son bracelet de perles, ses petits doigts agiles transformant le chaos en ordre parfait. Cette capacité extraordinaire à résoudre les problèmes complexes, don que sa belle famille perçoit comme une obsession à corriger. Deuxième clic. L'enfant observe une colonie de fourmis sur la terrasse, allongée à plat ventre, son menton posé sur ses mains jointes. Cette concentration absolue, cette faculté d'émerveillement face aux détails que les autres négligeant, pure magie de son esprit unique. Troisième clic. Zoé souffle des bulles de savon, sa joie éclatant en rire cristallin quand les sphères irisées dansent dans les rayons du soleil. Cette spontanéité authentique qui surgit quand elle se sent enfin libre d'être elle-même. En visionnant les clichés sur l'écran de l'appareil,
Léa découvre une révélation troublante. En arrière-plan de chaque photo, Julien apparaît furtivement, observant, toujours à distance égale des gens, ses gestes trahissant cette hypervigilance constante qui caractérise ceux qui naviguent perpétuellement en territoire hostile. « Maman, je peux apprendre ?» Zoé tend ses petites mains vers l'appareil, avec cette détermination tranquille qui précède toujours ses plus belles découvertes. Léa lui explique les bases, cadrage, lumière, instant décisif. L'enfant absorbe chaque information avec une intensité remarquable. Son premier clic révèle un talent stupéfiant. Elle capture Julien dans un moment de vulnérabilité absolue. Assis dans son fauteuil, comptant silencieusement sur ses doigts, ses traits détendus enfin libérés des masques sociaux. Cette image saisit l'essence même de son père, cette authenticité cachée que personne ne voit jamais. « Papa fait pareil que moi quand il pense personne regarde », confie Zoé avec cette simplicité désarmante. L'après-midi s'écoule dans cette communion créatrice. Mère et fille explorent ensemble ce langage universel de l'image, découvrant des perspectives inédites sur leur quotidien. Chaque photo devient un témoignage de leur complicité grandissante. Le téléphone vibre. Message de Margot, rencontrée lors du dernier rendez-vous médical de Zoé. Cette femme aux cheveux auburn, mère célibataire de Théo, 12 ans, diagnostiquée Asperger. Café demain, Théo aimerait rencontrer Zoé. Léa accepte immédiatement. Ses connexions avec d'autres familles représentent un souffle d'air pur dans leur isolement croissant. Le soir, elle sélectionne ses meilleures photos pour créer un portfolio numérique. Ces images révèlent une beauté particulière, cette différence qui enrichit plutôt qu'elle n'appauvrit. Elle crée un compte Instagram, Regard Neurodivers. Sa première publication, Zoé souriante, ses écouteurs autour du cou comme un collier de perles, accompagnée de la légende « Neurodivergente et magnifique ». Ma fille voit le monde avec des yeux que j'apprends à chérir. Les réactions affluent instantanément. Centaines de likes, dizaines de commentaires bouleversants. D'autres parents partagent leurs propres histoires. Cette communauté invisible qui se révèle soudain dans toute sa richesse humaine. Merci de montrer que nos enfants sont des trésors. Votre fille rayonne d'une beauté authentique. Enfin, quelqu'un qui célèbre la différence plutôt que de la cacher. Mais un message tranche dans cette symphonie bienveillante. Camille, bien sûr. Exploiter le handicap de ta fille pour faire du buzz, tu n'as vraiment aucune limite. Léa bloque immédiatement le compte, refusant que cette toxicité vienne souiller cet espace de célébration. Julien rentre tard, ses traits tirés par une journée difficile au bureau. Il découvre Léa et Zoé penchées sur l'ordinateur, admirant les photos du jour. « Qu'est-ce que vous faites ? On montre au monde que différent, c'est beau », répond Zoé avec cette conviction tranquille qui désarme toujours. Julien observe l'écran, découvrant ces images de sa fille qui révèlent une beauté qu'il n'avait jamais osé reconnaître. Puis, son regard se pose sur la photo que Zoé a prise de lui, ce cliché qui capture son authenticité cachée. « Tu l'étiquettes ?» La panique transperce sa voix. « Comme mes parents m'ont étiquetée, tu vas la stigmatiser à vie !» Cette réaction violente révèle la terreur profonde qui l'habite, celle d'être découvert, reconnu, identifié comme différent. Cette peur qui le ronge depuis l'enfance et qu'il projette maintenant sur sa fille. « Julien », dit doucement Léa, « et si l'étiquette était extraordinaire au lieu de défaillante ?» Il la fixe, déstabilisé par cette perspective inédite, incapable de concevoir que la différence puisse être source de fierté plutôt que de honte. Dans le silence qui suit, 3 mondes se dessinent. Celui de Léa qui découvre sa voix, de Zoé qui apprend à célébrer sa singularité, et de Julien qui s'enfonce dans ses terreurs ancestrales. 15 heures précises. La Mercedes noire de la belle-mère se gare devant la maison avec cette ponctualité militaire qui caractérise tous ses faits et gestes. Léa observe depuis la fenêtre du salon cette femme aux cheveux argentés qui descend de voiture avec l'assurance d'une reine en visite dans ses territoires. « Elle arrive », murmure-t-elle à Zoé, qui range méticuleusement ses crayons de couleur dans leur boîte, cherchant l'apaisement dans l'ordre familier. Julien bondit du canapé, ses gestes saccadés trahissant l'anxiété qui monte. Il ajuste sa cravate 3 fois, lisse ses cheveux, vérifie l'alignement des coussins, rituel compulsif qui précède ou toujours les confrontations avec sa mère. La sonnette retentit. Julien se précipite, ouvrant avant même la fin de la mélodie.
Maman, sa voix redevient celle d'un enfant de 10 ans. Madame Dubois entre, suivie de son mari, homme effacé qui acquiesce silencieusement à chaque parole de sa femme. Elle parcourt le salon d'un regard critique, cataloguant mentalement chaque détail qui ne correspond pas à ses standards. Où est cet enfant? Zoé descend lentement l'escalier, sa main glissant sur la rampe pour s'ancrer dans le réel. Elle porte sa robe bleue préférée, celle qui la rassure dans les moments difficiles. « Asseyons-nous », décrète la belle-mère en s'installant dans le fauteuil principal. Il faut régler cette situation ridicule. Léa prend place à côté de Zoé sur le canapé, notant immédiatement les similitudes troublantes entre les gestes de son mari et de sa fille. Tous deux évitent le contact visuel direct, leurs mains effectuant les mêmes tapotements nerveux, leur respiration synchronisée dans l'effort de maîtrise de soi. « Cet enfant manipule sa mère », commence Madame Dubois avec l'assurance d'un diagnostic médical. Regardez comme elle fait semblant d'être normale quand ça l'arrange. Hier, elle a parfaitement compris ce qui se passait. Elle joue avec vos émotions, Léa. Julien acquiesce mécaniquement, répétant les mots de sa mère comme un écho docile. Cette soumission aveugle révèle des décennies de conditionnement psychologique. Zoé, cachée dans l'escalier depuis le début de cette réunion improvisée, observe la scène avec cette acuité particulière qui lui permet de décoder les émotions cachées. Elle voit les gestes identiques de son père et d'elle-même, cette façon similaire qu'ils ont de se protéger quand l'environnement devient hostile. Elle descend alors, s'approche de Julien avec cette détermination tranquille qui précède ces moments de vérité les plus percutants. « Papa, pourquoi tu répètes les mots de grand-mère? Moi aussi je répète quand j'ai peur. C'est pareil ?» Le silence s'abat sur le salon comme une chape de plomb. Julien se fige, ses yeux rencontrant enfin ceux de sa fille. Moment de reconnaissance mutuelle qui transcende les années de déni. Dans ce regard partagé, père et fille découvrent leur reflet commun. Cette différence neurologique qui les unit dans une complicité jusque-là inavouée. « Tu vois ?» explose Madame Dubois, furieuse de perdre le contrôle de la situation. « Elle le contamine avec ses manies. Cet enfant détruit tout ce que j'ai construit. » Cette phrase révèle enfin la véritable terreur de cette femme. Voir son fils renouer avec cette authenticité qu'elle s'est acharnée à étouffer depuis l'enfance. Léa se lève, tremblante de rage contenue. Toutes ces années de silence, de compromission, de soumission à cette tyrannie familiale explosent enfin. Vous avez détruit votre fils. Sa voix porte une force nouvelle, celle d'une mère qui protège enfin sa famille. Vous l'avez dressé à avoir honte de qui il est vraiment. Vous ne détruirez pas ma fille. Madame Dubois recule, déstabilisée par cette rébellion inattendue. Son empire de contrôle vacille face à cette résistance qu'elle n'avait pas anticipée. Julien reste silencieux, bouleversé par la révélation de Zoé. Pour la première fois depuis des décennies, il entrevoit la possibilité que sa différence ne soit pas une malédiction à cacher, mais une richesse à célébrer. Dans ce salon baigné de lumière déclinante, une famille se redéfinit. Léa découvre sa voix, Zoé assume sa vérité, et Julien vacille au bord d'une révélation qui pourrait tout transformer. 19h. La Mercedes noire disparaît au bout de la rue, emportant avec elle des décennies d'oppression familiale. Léa ferme la porte d'entrée et s'y adosse, respirant enfin librement pour la première fois depuis des années. « Elles sont parties ?» demande Zoé depuis l'escalier, ses grands yeux noisettes encore voilés par l'émotion de l'après-midi. « Oui, ma chérie, pour longtemps, j'espère. » Julien erre dans le salon comme une âme en peine, ses repères habituels balayés par les révélations du jour. Cette reconnaissance mutuelle avec sa fille a fissuré les murs de déni qu'il avait méticuleusement construits depuis l'enfance. La soirée se déroule dans une atmosphère étrange, mélange de soulagement et d'appréhension. Léa prépare le dîner pendant que Zoé l'aide, rangeant les couverts selon son ordre particulier. Couteaux parfaitement alignés, serviettes pliées en triangles égaux. Maman, papa et moi, on a les mêmes yeux tristes sur les photos de famille. Cette observation innocente transperce Léa comme une révélation. Elle sort les albums rangés la veille, découvrant effectivement cette mélancolie partagée dans tous les clichés familiaux, père et fille portant le même masque de résignation douloureuse. Tu as raison, ma puce. Vous avez tous les deux cette façon de regarder le monde. Après le dîner, Léa installe son ordinateur sur la table du salon. Son projet Instagram commence à prendre forme. Neurodiversité, portrait d'âme extraordinaire.
Elle sélectionne soigneusement ses plus belles photos de Zoé, mais ajoute aussi des clichés plus subtils. Des mains qui comptent machinalement, des regards qui évitent dans la caméra, ces détails révélateurs de la différence cachée. On montre que différent, c'est pas cassé, murmure Zoé en observant les images défiler sur l'écran. Zoé, d'abord réticente à cette exposition de son intimité, comprend progressivement l'enjeu de cette démarche. Ces photos ne la réduisent pas à son diagnostic, elles révèlent sa beauté unique, cette richesse intérieure que le monde refuse habituellement de voir. « Maman, je crois que papa aussi, il a un cerveau comme le mien. Mais lui, il a honte. » Cette sagesse précoce bouleverse Léa. Sa fille, avec cette intuition particulière aux enfants neurodivers, a percé le secret le mieux gardé de cette famille. Les premières photos publiées touchent immédiatement leur cible. Les commentaires affluent, témoignages bouleversants de parents qui reconnaissent leurs propres enfants dans ces images authentiques. Merci de nous montrer qu'ils sont parfaits comme ils sont. Votre fille rayonne d'une beauté que le monde a besoin de voir. Enfin des représentations positives de nos différences. Léa sent renaître cette passion oubliée pour la photographie, cette capacité à révéler l'âme humaine à travers l'objectif. Pour la première fois depuis des années, elle vend plusieurs tirages, modeste début d'une indépendance financière qui lui redonne confiance en ses capacités. Julien les observe depuis l'embrasure de la porte, tiraillé entre fascination et terreur. Ces images de sa fille épanouie contrastent douloureusement avec ses propres souvenirs d'enfance, où chaque manifestation de différence était réprimée avec violence psychologique. Vous faites quoi ? On montre au monde que nos cerveaux particuliers sont des cadeaux, répond Zoé avec cette simplicité désarmante. Julien s'approche, découvrant ces portraits qui révèlent une beauté qu'il n'avait jamais osé reconnaître chez sa fille. Puis son regard se pose sur une photo qu'elle a prise de lui. Ce cliché volé qui capture son authenticité cachée. Ces moments où ses masques tombent enfin. « Tu vas la stigmatiser », proteste-t-il faiblement, mais sa voix manque de conviction. « Julien », dit doucement Léa, « regarde comme elle est belle quand elle peut être elle-même. » Dans le silence qui suit, Julien contemple cette famille qu'il découvre sous un jour nouveau. Sa fille ne porte plus le poids de la honte qu'on lui a enseignée. Sa femme retrouve cette force créatrice qu'il avait oubliée. Et lui-même, pour la première fois depuis l'enfance, entrevoit la possibilité d'exister sans masque. Le téléphone sonne, interrompant cette communion fragile. L'avocat de Léa, dont la voix tendue annonce une nouvelle qui va tout bouleverser. « Madame, votre mari vient de déposer une demande de garde d'urgence. Il faut qu'on se voie demain matin. » Le cabinet d'avocats baigne dans une lumière froide qui transforme cette matinée d'automne en tribunal improvisé. Maître Durand, femme aux cheveux courts et au regard perçant, étale les documents sur son bureau avec la précision d'un chirurgien préparant une opération délicate. Votre mari argumente que vous exploitez le handicap de Zoé à des fins personnelles, annonce-t-elle sans détour. Il remet en question vos capacités parentales. Léa sent son estomac se contracter. Cette trahison ultime de Julien dépasse tout ce qu'elle avait imaginé. Financé par sa mère, il engage la guerre la plus cruelle qui soit, celle qui vise à arracher une enfant à sa mère protectrice. Il prétend que vous isolez Zoé de sa famille paternelle, créant un environnement sectaire autour de son diagnostic. Les mots résonnent comme des coups de massue. Cette perversion de la réalité, cette inversion totale des responsabilités, révèle la sophistication du plan orchestré par Madame Dubois. Nous aurons besoin d'une expertise psychologique approfondie, continue l'avocate. Pour Zoé, mais aussi pour votre mari. Cette dernière phrase pique la curiosité de Léa. Pourquoi Julien ? Ses comportements lors de l'entretien préliminaire ont interpellé l'expert. Certains patterns suggèrent des évaluations complémentaires. 3 semaines plus tard, le cabinet du psychologue judiciaire ressemble davantage à un salon cosy qu'à un bureau officiel. Docteur Benoît, homme aux tempes grisonnantes, accueille chaque membre de la famille avec une bienveillance professionnelle qui met immédiatement en confiance. L'expertise de Zoé révèle effectivement des traumatismes liés à l'environnement familial paternel. Ses dessins parlent d'eux-mêmes. Figure grimaçante entourant une petite silhouette recroquevillée, maison sans porte symbolisant l'enfermement psychologique. Mais elle révèle aussi des progrès fulgurants depuis la séparation. Sourires authentiques, remplaçant les grimaces forcées, créativité épanouie libérée des contraintes normalisatrices,
confiance en soi naissante nourrie par l'acceptation maternelle. Cet enfant a retrouvé sa joie de vivre, conclut l'expert. L'environnement actuel favorise manifestement son développement harmonieux. Puis vient le tour de Julien. L'entretien, prévu pour 1 heure, s'étend sur 3 séances tant les révélations s'accumulent. Ses rituels compulsifs, sa rigidité comportementale, ses difficultés de communication sociale, tout converge vers un diagnostic que personne n'avait osé formuler. « Monsieur, avez-vous déjà envisagé que vous puissiez présenter des traits autistiques ?» Le silence qui suit cette question résonne comme un coup de tonnerre. Julien se fige, ses mécanismes de défense s'effondrant d'un coup sous le poids de cette vérité longtemps refoulée. « Non, c'est impossible. Ma mère m'a guéri. » Votre mère vous a appris à masquer vos particularités. Ce n'est pas la même chose. Les semaines suivantes transforment Julien en homme nouveau. Le diagnostic d'autisme de haut niveau, posé après des tests approfondis, explique enfin des décennies de souffrances inexpliquées. Sa rigidité, sa dépendance aux règles, ses difficultés sociales ne sont plus des faiblesses à cacher, mais des particularités neurologiques à accepter. Au tribunal, Zoé doit témoigner. Assise face au juge, elle exprime sa vérité avec cette franchise désarmante qui caractérise les enfants comme elle. Papa et moi, on est pareils dans nos têtes. Mais papa, il fait semblant depuis longtemps. Moi, maman m'apprend à être fière de ma différence. Ces mots simples bouleversent l'assistance. Julien, présent dans la salle, découvre sa fille sous un jour nouveau, non plus comme un fardeau à normaliser, mais comme un miroir révélateur de sa propre authenticité. « Monsieur veut-il maintenir sa demande de garde ?» interroge le juge. Julien se lève lentement, ses masques tombant définitivement. Pour la première fois depuis l'enfance, il choisit la vérité plutôt que la conformité. « Non, votre honneur. Je souhaite apprendre à connaître ma fille, et moi-même. » L'avocat de la belle famille, déstabilisé par ce revirement, perd tous ses arguments. Son arsenal juridique s'effondre face à cette authenticité inattendue. Le juge rend sa décision après une brève délibération. Garde partagée avec thérapie familiale obligatoire, chance de reconstruction pour tous, espoir de réconciliation basé sur l'acceptation mutuelle plutôt que sur la négation de soi. Dans les couloirs du tribunal, 3 destins se redessinent. Léa découvre la force de l'authenticité, Zoé grandit dans la fierté de sa différence, et Julien entame enfin le chemin vers sa véritable identité. 18 mois plus tard. L'exposition photographique, Regards neurodivers, quand les masques tombent, illumine la galerie du centre culturel. Les murs blancs accueillent une 50aine de portraits saisissants, visages authentiques libérés de leurs contraintes sociales, regards profonds révélant la beauté de la différence. Zoé, maintenant âgée de 12 ans, guide les visiteurs avec une assurance tranquille qui force l'admiration. Ses cheveux châtains brillent sous les projecteurs. Son sourire rayonne de cette confiance nouvelle qui transforme chaque geste en poésie pure. Cette photo montre mon papa, quand il était triste de faire semblant, explique-t-elle à un couple de retraités attendris. Maintenant, il sait qu'être différent, c'est être spécial dans le bon sens. Julien se tient près du buffet, observant sa fille avec un émerveillement constant. 18 mois de thérapie ont transformé cet homme jadis prisonnier de ses peurs en père authentique, fier de sa neurodivergence partagée. Ses cheveux ont grisonné prématurément, mais ses yeux pétillent d'une joie retrouvée. « Elle est extraordinaire », murmure-t-il à Léa, qui immortalise ces moments précieux avec son appareil. Leur relation a évolué vers une complicité inédite. Non plus mari et femme liés par l'habitude, mais parents unis par l'amour inconditionnel de leur enfant exceptionnel. Cette amitié profonde, construite sur les cendres de leur mariage, nourrit une famille recomposée dans l'acceptation mutuelle. Regardez celui-là. Zoé désigne un portrait de Thomas, son camarade de classe autiste. Il compte jusqu'à 100 pour se calmer. Moi, je compte que jusqu'à 10, mais c'est pareil. Les visiteurs découvrent cette galerie de visages authentiques. Enfants, adolescents, adultes, assumant fièrement leurs particularités neurologiques. Chaque portrait raconte une histoire de libération, de passage de la honte à la fierté. Léa circule entre les groupes, expliquant sa démarche artistique avec une passion communicative. Son livre, Neurodiversité, l'art de voir autrement,
trône sur une table dédicace, déjà en rupture de stock pour cette 3e réimpression. L'objectif révèle l'âme, confie-t-elle à une journaliste. Ces enfants m'ont appris que la différence n'est pas un défaut à corriger, mais une richesse à célébrer. Un homme distingué s'approche de Julien. Directeur d'une association nationale pour l'autisme, il propose à père et fille de devenir ambassadeurs de sa campagne de sensibilisation. Votre témoignage père-fille toucherait des milliers de familles, explique-t-il. Montrer qu'on peut se découvrir à tout âge, que l'authenticité libère. Julien échange un regard complice avec Zoé. Cet enfant qui l'a sauvé de lui-même hoche la tête avec sérieux, assumant déjà ce rôle de guide qu'elle endosse naturellement. « On accepte », répond-il. Mais à une condition, qu'on montre que nos cerveaux différents sont des cadeaux, pas des maladies. La soirée s'achève dans une atmosphère magique. Les derniers visiteurs s'attardent, photographiant les œuvres, échangeant leurs coordonnées avec Léa pour de futures collaborations. Zoé et Julien rangent ensemble les brochures, leurs gestes synchronisés révélant cette complicité neurologique qui les unit désormais. Père et fille ont appris à transformer leurs particularités en force créative. « Papa, tu te souviens quand tu avais honte de compter ? Oui, ma puce. Maintenant, je sais que nos cerveaux particuliers voient des choses que les autres ratent. » Léa les observe depuis l'entrée de la galerie, son cœur gonflé d'une fierté indescriptible. Cette femme, qui tremblait devant sa belle famille, a construit un empire artistique basé sur l'acceptation et l'amour inconditionnel. Son téléphone vibre. Email d'une maison d'édition parisienne proposant un contrat pour une série documentaire internationale sur la neurodiversité. Nouvelle aventure professionnelle qui s'ouvre, reconnaissance de son travail pionnier. « Maman, regarde !» Zoé pointe vers l'affiche de l'exposition. On a transformé nos différences en super-pouvoirs. Dans la lumière dorée du couchant qui inonde la galerie, 3 silhouettes se dessinent. Léa, l'artiste révélatrice, Julien, l'homme réconcilié, Zoé, l'enfant prophète. Famille recomposée dans l'authenticité, unie non plus par les conventions sociales, mais par cette vérité libératrice. Être différent, c'est être magnifiquement humain. L'histoire qui commençait par l'humiliation d'une enfant se termine par la célébration de sa singularité. Révolution douce qui transforme la honte en fierté, l'isolement en communauté, le masque en visage authentique. And then she talks for 45 minutes at like the slowest possible speed. Season 10, power couple Zach and Molly. Molly got kicked off and they brought her back for Casa, but Zach didn't know. And when they came out from Casa, it was juicy. Wait, was it Molly May or a different Molly? That is crazy. I love when they be doing some messy stuff in Casa. Casa, season... Molly Marsh, okay. Whoa. Oh my gosh, why is that the scariest thing I've ever seen? Just this hole. Is $300, but I hope he's happy with it. You are such a good partner. That is amazing that you spent that much. I'm sure he'll love it. He, like, has to, or I will be sad at him. Yes! 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 Let's go! There's gonna be more. Where did it go? Yes! I spent a lot more on him. This is the normal. I love gift giving. You're so nice. I'm sure he'll love it. Die. Diamond. Diamond. And another amethyst thingy. I'm planning to build a collection of his favorite character for him. It'll probably cost like 4,000 more. Oh my gosh. That is a lot of money. 4,000 freedom units. More diamonds for me? I know that we're at diamond level now. Is that another amethyst?
The most I spent with an ex was 100. I can't, honestly, guys, I'm such a bad girlfriend. I've never ever made enough money to like spend much on gifts. I've always DIY'd them. I've always been a DIY girl. Like I made, my ex drove a Mustang, and I crafted him a little Mustang model, like his car, and it was so ugly, but I know that he still has it. DIY is honestly better. I like receiving anything. Like gifts are amazing if someone thinks to get you something, but I think DIY gifts are very special and fun. And I like making them. I like crafting. Like, we're gonna have crafting streams soon, maybe. I don't really know how to do that, but I want to make my princess hat. For literally no reason besides... Is that... That was so dumb. Why did I just lean over like that? But I just want to dress like a princess. Maybe for birthday stream. I'm so excited for my birthday, guys. I'm so sorry if I'm so annoying about it, but can you tell? But my birthday is my favorite day of the whole year. It's so fun. When it's like your day. To be fair, it was for a gift card. The only time I did when I crochet. Crochet gifts are really good too. I used to crochet a lot. I have a crochet stuffed animal. Oh, nice. Oh, no, no shield. I don't have a shield. I wish I love my birthday as much as you love yours. Why don't you? I just love that it's like my day. Axe about to break? Oh. I will punch you till you die. She loved Dobby plushie that I made? Aw. Cute. Cute, cute. It's just always been a very bad day for me. Aw. Like the birthday blues or... I mean, actually, I'm not gonna say that. Oh, did you hear my cat? Where is she? Keely? Popka!